Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu au PSG avec en prévision le match le plus important de la semaine qui n'était pas le classique de dimanche. Défoncer les Marseillais c'est une formalité, par contre passer en finale de Coupe de France pour la récupérer 3 ans après, ça c'est un vrai objectif. Luis Enrique ne s'en est pas caché, la Coupe de France est la deuxième compétition la plus importante après la Ligue des Champions depuis le mois de janvier et le titre de Ligue 1 qui se rapproche à grands pas, peut-être contre Lyon le 21 avril, si je dis pas de bêtises. On va quand même revenir sur le match de dimanche face à Marseille, par le biais de quelques prestations individuelles intéressantes et sur lesquelles il y a des débats à ouvrir. Et puis bien sûr, pour le match de demain, je vous donnerai ma composition, les petits enjeux, parce que le PSG arrive dans le sprint le plus important de la saison. Et il y a encore des tâtonnements, des choix qui font plus ou moins l'unanimité, des certitudes qui sont parties, notamment le duo Hakimi-Dembélé, puisque Dembélé, quand même, sur nos 3 derniers gros matchs, Marseille, Nice et la Real Sociedad, n'a pas joué sur ce côté droit. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. D'abord, revenons sur le match de Donnarumma dimanche soir, qui fait 10 arrêts, c'est exceptionnel. Sur sa ligne, alors, il capte bien les ballons de loin, parce qu'en première mi-temps, Marseille ne s'approche pas de notre but. C'est ce qui nuance leur vision selon laquelle en première mi-temps, ils ont été plutôt bons, voire meilleurs que nous. Bon, ça s'est limité à des frappes entrées de surface qu'il a captées. Pas eu besoin de le faire en 2 temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Les réflexes, le peu de fois où les Marseillais se sont présentés plus proches du but, il les a eu bien sûr. Dans les airs aussi, je le trouve mieux ces derniers temps dans les airs. Il est limite impérial et puis avec ballon, pas d'erreur. Juste souligner qu'en réalité, c'est le meilleur Parisien cette saison, du moins le plus régulier absolument. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et j'espère qu'il va confirmer tout ça avec les matchs à enjeu qui arrivent. Parce que voilà, le match de dimanche, même s'il n'est pas parfait, on préfère retenir le scénario qui fait toujours plaisir. Parce que Lucas Hernandez l'a dit, un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. La semaine prochaine, le match face au Barça va conditionner énormément de choses sur la lecture qu'on aura de cette saison a posteriori quand on en parlera au mois de juin, juillet, quand il faudra faire le bilan. Parce que bien sûr, le Barça, c'est pas Marseille, et ce sera le meilleur adversaire que le PSG ait eu à affronter cette saison. Beraldo, alors la tranquillité encore une fois, ballon au pied. Après, pour revenir sur les 2 jaunes, comme je l'ai dit dans le débrief, pour moi, sur l'action du rouge, évidemment, il n'y a pas rouge direct, ça c'est un scandale absolu. Mais de l'autre côté, un deuxième jaune, qui aurait été synonyme d'expulsion puisqu'il en avait déjà un, du coup ça revient sensiblement à la même chose, ne m'aurait pas étonné. Voilà. Après, dans la justification de l'arbitre, annihilation d'occasion de but, c'est vrai qu'on peut discuter là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ils subissent tellement avec un adversaire finalement pas très dangereux. Les Marseillais se sont retrouvés en fin de match avec certes un attaquant pour chacun de nos défenseurs centraux, c'était Skriniar et Danilo, mais en première mi-temps, numériquement, c'était pas ça. Et il a réussi quand même à se faire prendre. Alors demain, il est forfait, parce que rouge direct, ça veut dire tu loupes le match qui suit. Alors, on va voir, la commission va se réunir. S'ils suivent Benoît Bastien, normalement, il a 2 matchs de suspension. Parce que le premier jaune qu'il prend dimanche soir, il est déjà synonyme de suspension pour accumulation de jaunes. Et du coup, il y a le rouge direct qui lui aussi rajoute un match de suspension, ce qui fait 2. On va voir si la commission vont rester du côté de l'arbitre qui s'est présenté sur le plateau d'Amazon. Bon, il a convaincu personne, bien sûr. Ses arguments sont pas très entendables, mais voilà, au moins c'est une petite étape, disons, pour essayer d'améliorer la situation, que les arbitres viennent un petit peu rendre des comptes, répondre aux questions. Et je veux pas dédouaner Benoît Bastien, mais il y a aussi la responsabilité, encore une fois, de la VAR sur dimanche. C'est la VAR qui l'appelle sur cette situation, avec Jérémy Pignard. Et puis pour revenir sur Benoît Bastien, je pense que le pire, c'est derrière, en fait, comment il perd le match, avec les jaunes pour protestation, le but qu'il refuse aux Marseillais, je trouve injustement, pas un objectif, mais inconsciemment, psychologiquement, quand un arbitre se retrouve dans ce genre de situation, t'essayes de rattraper la bêtise. Et pour moi, c'est typiquement le cas avec le but refusé. Bon, bref.
Lucas Hernandez, lui, il sera suspendu contre Lyon pour accumulation de jaunes. Et Donnarumma, comme il a pris un jaune pour avoir gagné du temps dimanche, le prochain jaune qu'il prend, c'est suspension pour lui. Puisque là, il en a 2, Donnarumma. Donc voilà, pour revenir sur Lucas Hernandez, en tant que latéral, on a encore vu certaines difficultés. Mais j'ai beaucoup aimé son passage dans l'axe. Encore une fois, j'ai envie de dire, hein, la plupart de ses matchs, enfin tous, cette saison dans l'axe, sont très bons. À part quelques séquences quand il était axial droit à un moment donné, quand il est vraiment voilà dans ce poste axial gauche, il est très à l'aise et tu sens que c'est vraiment son poste de prédilection. Zahir Emery, j'ai même arrêté sur son match parce que après le rouge, donc il passe latéral gauche. Hein, c'était pas dit. Il y avait Mukiele, par exemple, qui a joué à ce poste-là sur certains matchs au mois de novembre, qui rentre même pas, tu vois. Skriniar rentre, lui non. Donc voilà, il a bien dépanné dans ce rôle-là, qui n'était pas forcément évident. Par contre, sur le reste de son match en tant que relayeur droit, on a revu un peu le Warren en difficulté. Le Warren qui techniquement peine à se connecter avec ses partenaires, à se projeter dans le dernier tiers, même si au duel, on a vu un joueur voilà impliqué qui y allait et tout ça. C'est vrai que ça... Et puis surtout, quand on voit la dynamique de Vitinha, en fait, on se dit que en première partie de saison, c'était Warren qui était indéboulonnable. Là, on a plus tendance à penser à Vitinha, en fait, quand on parle de métronome, de joueurs inamovibles. Et donc, et ça pose des questions par rapport à l'été prochain. Dans l'éventualité où le PSG se met enfin à recruter des bons milieux, de classe mondiale dans l'idéal, mais là, on parle de quelque chose qui relève de l'utopie carrément, il y aurait des questions à se poser là-dedans, parce que si tu recrutes voilà 2 milieux, à un moment donné, les places vont commencer à être chères. Bon, Skriniar fait une entrée catastrophique, mais ça s'inscrit dans la volonté de Luis Enrique, bien sûr, d'intégrer tout le monde, voilà, d'avoir un groupe soudé, des joueurs qui, lorsqu'ils rentrent, sont investis, savent quoi faire, et puis qui ont bien sûr du temps de jeu significatif, hein. Et donc pour Skriniar, bon, ça fait partie de ce processus-là. Vitinha, j'aimerais m'arrêter sur son but, hein, qui est magnifique, hein, de la récupération, le petit dribble qu'il met, la passe pour Dembélé, la finition, franchement, superbe action. Pourtant, en première mi-temps, il n'a pas tout réussi, hein, il avait peiné en matière de placement, c'était un peu redondant. Mais voilà, c'est un des joueurs les plus décisifs, avec déjà beaucoup de buts à son actif, tous très très beaux. Et c'est paradoxal d'avoir un joueur, un milieu, un des plus prolifiques de l'ère QSI, en étant plus reculé que prévu. Là, il évolue en numéro 6. En début de saison, on rappelle qu'il était aussi loin du but, hein, avec ce rôle de compensation qui était limite relayeur gauche, ailier gauche. Il fixait carrément sur certaines situations la ligne de touche. Donc vraiment, ça fait très très plaisir de voir Vitinha à ce niveau-là. C'est assez bluffant, même si dimanche, c'est dans un registre un peu autre, dans le sens où c'est le talent, la fulgurance. Mais c'est vrai que limite, c'est encore plus impressionnant chez Vitinha, parce que c'est vrai que les petites fulgurances comme ça sur toute une action, enfin j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on le voit, quoi. C'est la première fois qu'on voit une action aussi complète de sa part, avec des choses que personnellement j'ai jamais vues chez lui depuis qu'il est arrivé. Ugarte fait une bonne entrée. Après, c'est comme le match de Danilo. Faut mettre en relief avec la physionomie du match, où tu défends bas. Bien sûr, tout ça, c'est ce que ce genre de joueur apprécie. Et donc, il a été bien meilleur que tous les autres au duel. Bon, vous me direz, c'est pas dur, hein, vu la difficulté de Fabian Ruiz face à Jordan Verretou, par exemple. Donc voilà, Ugarte a dénoté par rapport au milieu espagnol, qui fait un match compliqué quand même, hein. Il peine, hein. Dès que les milieux adverses commencent à se projeter, à arriver vers la surface, il a un défaut que Ugarte n'a pas, c'est qu'il les laisse s'infiltrer trop facilement, quoi. Ugarte protège beaucoup mieux sa défense centrale, sa surface de réparation. Et puis pour rester sur Fabian, il y a aussi le manque de justesse, quoi. Les 2 occasions, et puis surtout la passe en profondeur pour Dembélé à un moment donné qui est loupée. Bon, ça offensivement, il va falloir travailler là-dessus. Asensio, l'entrée, elle est compliquée, à part la passe décisive. C'est vrai qu'on a un joueur qui n'était pas dans un bon jour, et j'espère qu'il aura besoin de moins de temps pour revenir à son top niveau que sur la première blessure, où il met quand même beaucoup de temps au mois de janvier pour s'en remettre et retrouver du rythme. Lee Kang-in. Arrêtons-nous sur Lee Kang-in, qui remplace un bon Kolo Muani
à la mi-temps. Alors la sortie de Colomani, c'est sûrement à cause du carton rouge, hein, plus que sa prestation, parce que finalement, en fait, en première mi-temps, bah, si t'as un des deux offensifs à faire sortir, c'est Mbappé. C'est pas Colomani qui a été meilleur que l'autre. Après, sur Lee, c'est difficile de l'analyser. Moi, j'ai quand même quelque chose avec lui, c'est que j'ai du mal à lui trouver des différences significatives, mais dans le même temps, il fait pas d'erreur notable. Donc, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Moi, je trouve que dans le dernier tiers, il y a quelque chose qui manque, quoi. Il y a quelque chose qui manque. Que Vitinha a, puisqu'il empile les buts, que Warren a aussi. Alors, Fabian, bon, c'est moins évident, mais lui aussi, il arrive quand même dans la surface à se retrouver en position de frappe. Je sais pas plus que Lee Kang-in. Je pense que ce serait un peu trop osé de dire ça. Mais Fabian, voilà, a aussi des qualités. Dimanche, il loupe les occasions, mais les occasions, il les a en fait, tu vois. C'est comme Colomani face à Dortmund. Ok, il loupe tout, mais avant de voir le louper, il faut aussi se dire qu'il se crée l'occasion, qu'il est là au bon endroit. Et Lee Kang-in, c'est vrai qu'il y a assez peu de différence dans le dernier tiers, même par la passe aussi, hein. Donc ça fait un joueur quand même assez prévisible. Dembélé, bien sûr, ça c'est le point le plus important, hein. Le rôle de milieu numéro 10, ça engendre des enjeux de positionnement et de déplacement qui, dimanche, ont été mal lus par les joueurs, mal anticipés peut-être par Luis Enrique, et on y reviendra plus tard. Mais je pense que au-delà des difficultés au milieu à se placer avec un joueur en plus, peut-être aussi le manque de volume de course parce que les milieux courent pas assez, je trouve que le b.a.-ba, c'est le fait qu'on ait des défenseurs sans prise d'initiative. Alors, il y a Beraldo, mais il y a aussi Lucas Hernandez, qui n'est pas Nuno Mendes, mais vraiment pas. Il y a aussi Danilo, qui est très quelconque. Achraf, qui a pas trop de qualité technique. Lui, Achraf, en fait, limite Achraf, il est meilleur quand il monte et qu'il se positionne en tant que relais. En fait, c'est un meilleur relais entre les lignes que nos milieux de terrain, mais à la première relance, il est pas bon. Donc en fait, lui, il faut lui demander d'aller entre les lignes parce qu'il est meilleur que Ruiz, il est meilleur que Warren pour essayer d'apporter un petit peu de vitesse, peut-être aussi parce qu'il arrive lancé et qu'il y a moins de repères avec lui pour l'adversaire qu'avec un milieu de terrain parisien qui évolue dans cette zone tout le temps. Donc voilà, moi, les défenseurs centraux, ça reste le b.a.-ba. Leurs hésitations m'énervent au plus haut point. Ils gardent le ballon trop. Et du coup, ça fait qu'au milieu de terrain, l'adversaire peut occuper les bonnes zones, se rapprocher des vis-à-vis. Et nos milieux ne savent pas trop quoi faire parce que, justement, il y a les hésitations des défenseurs. Après, quand tu passes du rôle d'ailier extérieur sur le côté droit à ce rôle axial, mais surtout reculé de 40 voire 50 mètres, bien sûr, c'est difficile parce que tu peux pas te permettre le même déchet. Quand tu perds un ballon dans l'axe à 40 mètres de tes buts, c'est pas comme le perdre sur le côté droit, beaucoup plus haut sur le terrain. Donc, il y a cet enjeu-là, bien sûr. Le premier jaune de Beraldo, c'est sur une perte de Dembélé. Son début de match est catastrophique dans ce sens-là, Dembélé. Après, de l'autre côté, il s'est bien repris. Il y a des différences individuelles en première mi-temps qui sont quand même à la base de quasiment toutes nos occasions. Et je préfère garder ça, même si je reste circonspect sur ce rôle de milieu dévolu à Ousmane Dembélé. Je note aussi son bon jeu de passe. Il fait une belle passe décisive pour Vitinha, en une touche. Il lance bien dans la profondeur, il a une bonne relation avec Colomani. Ça, on le mettait en perspective dans le débrief. Et c'est pas mal en vue du match face au Barça dans une semaine. Demain, on va voir quel 11 Luis Enrique va aligner. Mais c'est vrai que les deux se trouvent plutôt pas mal. Et c'était pas forcément évident ces dernières semaines. Bon, la finition, je m'arrête plus là-dessus. C'est Dembélé, on connaît le speech. Par contre, niveau passe, contre Monaco, il fait un match très mauvais dans cette dimension-là. Contre la Real Sociedad, il fait une passe décisive pour Mbappé, mais la passe, elle est pourrie. C'est plutôt Mbappé qui se remet bien dans l'axe du jeu et qui met un but quasiment depuis un angle impossible, plus que Dembélé fait une super passe. Gonzalo Ramos, pour revenir sur son but, j'aime beaucoup le contrôle. Ça, c'est quelque chose qu'on lui a reproché. C'est quelque chose qu'on reproche aussi à Colomani, parfois trop se précipiter, essayer d'utiliser des endroits assez atypiques pour contrôler beaucoup quand il est sur le côté droit, beaucoup l'extérieur du pied, pour repiquer dans l'axe, et au final ça fait des contrôles un peu longs, même si des fois il fait des trucs dévastateurs. En première mi-temps il fait un super contrôle extérieur du pied droit. Mais Gonzalo, c'est vrai qu'aussi lui, on lui a reproché parfois de contrôler trop long
et du coup après prendre trop de temps avant de frapper, ce qui fait que le gardien est beaucoup plus proche de lui et peut l'arrêter, qu'un défenseur peut se mettre sur son chemin. Là, le contrôle est parfait parce qu'il se met dans la course du défenseur adverse, et du coup, bah, si ce même défenseur touche Gonzalo Ramos, 80% de chances que ça fasse faute. Et là-dessus, c'est très intelligent. J'aime beaucoup ce geste d'attaquant. Bon, Mbappé, on a développé sa prestation dimanche. Il y a eu le poste. Le poste, c'est vraiment... Enfin, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, c'est pitoyable. De mettre cette photo comme ça, alors que on gagne un bon classico. C'est la fête, et je suis sûr qu'il l'a faite avec ses partenaires et avec les supporters quand ils ont atterri à Roissy. Mais voilà, ce poste, il le sait très bien qu'il va ouvrir bon nombre de spéculations et tout ça. C'est dommage parce qu'il grandit pas là-dessus, quoi. C'était des trucs qu'on se tapait déjà sous Tourelle, et là, on en est encore au même point. Donc c'est dommage parce que à un moment donné, bah, il faut l'accepter. Luis Enrique a raison sur son coaching puisque Gonzalo Ramos marque, tout simplement. Alors, on a eu un article de l'équipe comme quoi l'entourage, il considérait ça comme un manque de respect. Ils nous disent qu'il y a une usure mentale, alors que Mbappé nous disait tout l'inverse en conférence de presse. Ils nous disent qu'il y a eu un impact psychologique du tacle de Brassier face à Brest en février. Ça, je veux bien le croire. Sur février, je voulais bien le croire, et je le disais dans les vidéos d'ailleurs, sur les premières fois où Luis Enrique le mettait sur le banc, contre Nantes, contre Lille aussi, hein, avant sa décision, il est sur le banc contre Lille, face à Rennes quand il sort, je voulais bien croire que le tacle était quand même très méchant, hein, et c'était un miracle qu'il s'en soit sorti indemne. Bon, là, par contre, ça commence à faire, quoi. À un moment donné, les excuses, ça va. Et puis surtout, à chaque fois, on en sort, quoi. C'est comme en début de saison, l'histoire de la prépa. À un moment donné, faut arrêter de se cacher. Alors demain, j'espère d'abord le retour de Nuno Mendes, sur ce côté gauche qui a été bien triste dimanche soir, qui a besoin, bien sûr, de mouvement, de dédoublement, hein, pour que nos milieux de terrain se mettent en valeur. Faudrait aussi du mouvement autour d'eux, accessoirement. Je veux bien critiquer les milieux, mais il y a aussi ce qui se fait autour. Mbappé, le manque d'appel à vide quand il est dans un soir comme celui de dimanche. Avoir un latéral un peu plus offensif que Lucas. Surtout quand t'as pas de numéro 9 qui t'offre des situations de jouer en pivot. Donc Donnarumma dans les cages, je mets. Hakimi à droite. Je trouve, enfin, je sais pas, ça va être intéressant de savoir qui Luis Enrique va mettre à ce poste demain. Là, c'est quand même assez flou sur ce qu'on va faire face au Barça pour remplacer Achraf, en fait. Donc, demain, je pense que ce sera Achraf. Et du coup, ben, ça nous donnerait quand même beaucoup d'interrogations à nous, mais surtout à Xavi, l'entraîneur du Barça, quant à notre gestion de cette suspension. Dans l'axe, Danilo, qui enchaîne. Retour de Marquinhos, je pense, en tant que titulaire directement. Là, voilà, il a repris l'entraînement collectif depuis une bonne semaine. Bon, c'est le capitaine. Il nous a manqué sur certaines situations. À gauche, Nuno. Alors, au milieu, je mets Vitinha en 6. Alors, une titularisation d'Ugarte, je veux bien l'entendre, mais le problème, c'est que Rennes, sur le dernier match donc au Parc, ils sont pas du tout venus nous chercher. Ils nous ont pas pressé et tout ça. Et donc, face à une équipe qui te donne le ballon, je vois pas trop l'intérêt de titulariser Ugarte, en fait. Je préfère le mettre face à une équipe qui va vraiment venir nous mettre de la pression, face à qui il va falloir essayer d'avoir un vrai rapport de force pour que le bloc soit le plus haut possible. Là, bon, avec le ballon très haut, avec des transitions, alors oui, peut-être qu'il peut couper pas mal des transitions, mais voilà. Dans ce jeu qui, je pense, sera ultra positionnel, surtout dans un match de coupe où les Rennais vont sûrement pas vouloir se découvrir tôt dans le match, ça n'a pas d'intérêt. Bon, je vois pas trop d'intérêt. Donc Vitinha, Warren peut-être relayeur gauche pour mettre Kanguinli relayeur droit. Alors déjà pour mettre Lee Kangin parce qu'il joue à gauche dimanche sur le poste où je le préfère, relayeur droit. Et puis devant, donc je mets Dembélé, Mbappé et Kolo Muani. Alors Dembélé dans le rôle de numéro 10 qui alterne. Mais voilà, Lee, ouais, pour lancer dans la profondeur les deux, parce que là, l'objectif, il est très clair. Avec ce duo, donc Mbappé-Kolo Muani sur les ailes, personne dans l'axe et Dembélé plus bas, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer les deux dans la profondeur. Et ça peut s'entendre. C'est voilà pour Mbappé, même pour Kolo. Donc Lee, sa première qualité, ça reste quand même son jeu de passe.
hein, les capacités à casser les lignes. Et puis surtout, quand Dembélé décroche, le problème, c'est que les autres milieux comme Fabian Ruiz, comme Warren, ne savent pas se déplacer. Et je pense que Lee peut plus se connecter avec Dembélé dans l'axe, dans le sens où si Dembélé va directement chercher le ballon dans les pieds de ses défenseurs centraux, Lee sera un vrai relais plus haut, voilà. Et puis Lee, tu peux tout dire, mais pas lui enlever le fait que techniquement, c'est quand même une valeur sûre, hein. C'est quelqu'un qui va louper peu de choses, qui va pas perdre de ballon, pas prendre beaucoup de risques aussi, pas faire d'actions significatives comme je le dis. Mais voilà, la composition que j'aimerais voir demain contre Rennes en prévision du match ou contre le Barça. Je reste sur mon idée de mettre Kolo Muani titulaire avec donc Dembélé et Mbappé. Après, si tu mets Dembélé numéro 10, je mets Kolo Muani. Si Luis Enrique veut remettre Dembélé sur le côté droit et ranger au placard l'histoire de numéro 10, là peut-être plus Gonzalo que Kolo en numéro 9. Mais je pense que Dembélé va continuer dans ce schéma-là, en fait. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le match de Kolo Muani dimanche contre Marseille. Bon, on va voir. Juste pour revenir sur un fait, j'aime bien cette saison le fait que il y a beaucoup de faits de jeu dans beaucoup de matchs qui nous ont galvanisés et qui nous ont forcés à inverser notre prestation. Je m'explique. À l'aller contre Marseille, il y a la blessure d'Mbappé à la demi-heure de jeu, qui change rien puisqu'on leur met 3 buts sans Mbappé sur le terrain. Le Havre, on fait un début de match cataclysmique, avec un but miraculeusement sauvé. Je sais plus qui. Solaire sur sa ligne, si je dis pas de conneries. Et le rouge de Donnarumma, où là, quand il y a le rouge, tu te dis, mais on va sombrer et on va perdre en fait. Et au final, après le rouge, l'équipe se remet dedans. Et c'est un match très intéressant, dimanche à 13h, je crois que c'est après la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, après Newcastle, je crois. Et tu fais un vrai match solide à 10 contre 11, encore une fois. À Dortmund, au match retour, on égalise juste après l'ouverture du score. On ne sombre pas, psychologiquement, on reste dans le match. Lille, février, au Parc, avec une équipe remodelée quand même, pas beaucoup de titulaires. On a l'ouverture du score très rapidement. Derrière, on gagne 3-1. Et donc là, Marseille, il nous faut l'expulsion de Beraldo pour se mettre à jouer de manière plus verticale, plus directe, avec des joueurs un peu meilleurs. Moi, je pense qu'Hakimi, par exemple, a été bien meilleur après l'expulsion, beaucoup plus juste. Dembélé aussi, même si lui commençait à être meilleur avant l'expulsion de Beraldo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui dénote avec l'année dernière. Rappelez-vous le PSG de Messi et Neymar, quand on était en ballottage défavorable, Messi mettait les mains dans le froc, il baissait la tête sur ses chaussures et il regardait faire. Hein, voilà. Tous les autres, c'était pareil. On lâchait complètement. Là, c'est vrai qu'on a une meilleure maîtrise. Alors peut-être, c'est l'état d'esprit des joueurs qui a changé, inculqué par le staff aussi. La fraîcheur de l'effectif, avec des nouveaux joueurs, plus jeunes, qui ont peut-être plus faim. La proactivité de Luis Enrique, qui n'hésite pas à faire des ajustements et des changements dès la mi-temps à bon nombre de reprises cette saison. Même si, attention, hein, les ajustements à la mi-temps, on peut les voir comme le fait que Luis Enrique n'est pas si dogmatique qu'on peut le penser. D'ailleurs, ces derniers temps, il a vraiment mais complètement pris à contre-pied cette idée, hein, avec un PSG où il y a plus de densité dans l'axe, où on fait plus des différences sur le côté, on se différencie complètement du modèle de Guardiola, par exemple. Riolo qui reproche à Luis Enrique d'être une contrefaçon de Guardiola. En réalité, là, vraiment, on n'est plus du tout dans ce modèle-là ces dernières semaines avec Dembélé numéro 10. Après, voilà, les ajustements à la mi-temps, c'est peut-être aussi parce qu'au début du match, Luis Enrique n'a pas très bien anticipé, n'a pas très bien préparé et que du coup, il y a eu des erreurs. Dimanche, typiquement, je pense qu'au début du match, il y a eu une erreur sur l'appréhension de ce milieu de terrain. Après, voilà, il la rattrape, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'elle existe aussi. Et peut-être aussi parce qu'on a un banc plus qualitatif, plus impliqué, avec des joueurs voilà, qui réussissent à faire des statistiques. Gonzalo Ramos, évidemment, est l'exemple parfait, et des différents. Donc ça, c'est de bon augure avant Barcelone. Bien sûr, comme je disais en début de vidéo, tout ce que je viens de dire là sur l'état d'esprit, machin chouette, si on perd contre le Barça en ayant mené, s'il y a un espèce de scénario bizarre, tout ça sera oublié. Et ce qu'on retiendra, c'est que le PSG, en fait, n'aura pas vraiment passé de cap. Alors là, je pars sur un scénario négatif.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, la semaine prochaine, ça va conditionner énormément de choses. Et puis surtout, factuellement, en fait. Je veux bien qu'on me dise, ouais, faut pas faire de fixette sur la Ligue des Champions. Ok. Mais factuellement, le Barça sera l'adversaire le plus fort, en fait, que le PSG va rencontrer cette saison, en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain soir pour le débrief de PSG Rennes. Parc des Princes, demi-finale de Coupe de France. On a hâte d'y être parce qu'on va pas se mentir, hein, ça va être le dernier match avant la grosse échéance très attendue, hein, parce que samedi face à Clermont, croyez-moi que ça va faire tourner. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.